Je m'appelle Samantha Cole, j'ai 35 ans, et je n'aurais jamais imaginé que ma famille me surprendrait ainsi. L'année dernière, mes parents m'ont présenté une facture de 20 000 $ pour la robe de mariée de ma sœur, une robe de la collection Lune de miel de rêve. J'ai été stupéfaite, pensant à une mauvaise blague. Vous plaisantez? Ai-je lancé, mais leur visage était glacial. Pas question. J'ai baissé la voix brusquement. Ils n'ont pas bougé, comme si je leur devais toutes mes économies. J'étais sous le choc. Comment pouvaient-ils s'attendre à ce que je finance son mariage? Quelques jours plus tard, je suis passé chez eux pour déposer des décorations de Noël et j'ai surpris une conversation téléphonique de mon père. « Ne t'inquiète pas », a-t-il dit doucement. « Elle paiera juste après le dîner du réveillon. » Mon cœur s'est serré. Ils n'avaient pas fait que demander. Ils avaient prévu de me faire pression lors de la fête de Noël familiale, espérant que je craquerais sous le charme des illuminations. À leurs yeux, je n'étais pas seulement leur fille. J'étais leur distributeur automatique de billets. La colère montait en moi, mais je restais silencieuse, mes pensées s'emballant. Ils pensaient m'avoir coincée, mais je préparais déjà un coup d'éclat qu'ils n'auraient jamais imaginé. La veille de Noël, j'avais une surprise en réserve qui allait bouleverser leur monde. Ce qui s'est passé lors du dîner de la veille de Noël a tout changé. Vous voulez sans doute savoir comment cela s'est déroulé. Avant de commencer, dites-moi quelle heure il est chez vous et dans quelle ville je veux suivre mon histoire. Tout a commencé 2 mois avant Noël. J'ai 35 ans, je vis à Springfield, dans le Missouri, où je me suis construit une vie stable. J'ai un appartement confortable, une voiture que je n'ai pas oubliée et aucune dette. Mon travail de spécialiste marketing m'occupe beaucoup et j'ai toujours été fier de mon indépendance financière. Mais pour ma famille, ma stabilité est une source de revenus facile. Un soir, mon téléphone a sonné. C'était ma sœur aînée, Céleste, la voix pleine d'impatience. « J'ai besoin que tu couvres mon mariage », m'a-t-elle dit comme si de rien n'était. 20 000 $ pour la robe de réception et la lune de miel. Tu n'as ni mari ni enfant, alors à quoi d'autre dépenses-tu ton argent? Ces mots m'ont paralysé, ils m'ont fait l'effet d'une douche froide. Pensait-elle vraiment que ma vie n'était qu'un chèque en blanc pour ses rêves? Absolument pas, ai-je répondu fermement. Ce n'est pas mon problème, a-t-elle ricané, comme si je l'avais insultée, avant de raccrocher. Je suis restée là, furieuse, me sentant comme un simple pion. Une semaine plus tard, je suis allée chez mes parents pour les aider à préparer Noël. Alors que je montais une boîte de décoration au grenier, j'ai entendu la voix de Célestéa au téléphone, dans le salon. Elle parlait à mon père. « Ouais, fais-lui payer le repas de Noël », a-t-il dit calmement et avec assurance. Elle ne dira pas non devant tout le monde. Mes mains tremblaient en posant la boîte. Ils ne se sont pas contentés de demander, ils ont planifié de me mettre au pied du mur. J'avais toujours donné un coup de main de temps en temps, payer les réparations de la voiture de maman ou les factures médicales de papa. Mais là, c'était différent. C'était une manœuvre calculée pour me faire payer une facture à laquelle je n'avais absolument pas contribué. Je me suis éclipsé discrètement, l'esprit tourmenté. Les exigences justifiées de Céleste n'étaient pas un cas isolé. Cela faisait partie d'un schéma récurrent. En grandissant, c'était toujours elle qui obtenait tout ce qu'elle voulait, notamment des vêtements neufs en plus, tandis que je travaillais l'été pour m'acheter les miens. Maman et papa ne semblaient jamais s'en apercevoir, toujours prompts à la complimenter, alors que je devais simplement faire comme tout le monde. Maintenant, ils s'alliaient pour me forcer à assister à un mariage auquel je ne voulais même pas aller. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Je n'étais pas un distributeur automatique de billets qu'ils pouvaient utiliser à leur guise. J'avais trop travaillé pour me construire une vie et je ne pouvais pas les laisser considérer cela comme un plan B. Ce soir-là, j'étais assise à la table de ma cuisine, les yeux rivés sur mes relevés bancaires. Chaque dollar que j'avais économisé m'appartenait, je l'avais gagné à la sueur de mon front. Après des années de nuits blanches et de planification méticuleuse, Céleste avait un emploi, des missions en freelance toujours mal rémunérées, et un fiancé qui gagnait bien sa vie. Pourquoi son mariage était-il mon problème? L'idée de sa voix suffisante, persuadée que j'allais céder, m'a mise hors de moi. Je n'allais pas me laisser faire. J'ai commencé à réfléchir à comment protéger mon argent, ma tranquillité et mon avenir. Ils pensaient pouvoir me soutirer de l'argent à Noël, mais j'en avais assez de leur jeu. Il me fallait un plan, non seulement pour dire non, mais aussi pour leur faire comprendre que je ne serais plus leur plan B mi-décembre, j'étais prête à changer la donne. J'avais laissé ma famille me traiter comme leur banque personnelle bien trop longtemps, et leur tentative de me faire participer au dîner de Noël était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'allais pas financer le mariage de Célestéa, et j'en avais assez de les laisser tirer les ficelles. Il était temps de reprendre le contrôle. J'ai d'abord réglé les problèmes financiers. Il y a des années,
J'ai ouvert un compte joint avec j'avais prêté de l'argent à Céleste pour l'aider à traverser une période difficile, payer son loyer et les réparations de sa voiture quand elle n'en avait pas les moyens. C'était une erreur que je regrettais amèrement. Elle n'avait jamais remboursé, promettant toujours le mois suivant tout en dépensant sans compter en sacs de marque et en dîner au restaurant. J'ai appelé ma banque et demandé la fermeture du compte. « Vous êtes sûr ?» a demandé le guichetier d'une voix hésitante. « Absolument », ai-je répondu, soulagé. J'ai aussi annulé les prélèvements automatiques que j'avais mis en place pour son forfait téléphonique. C'était comme couper une chaîne qui me pesait depuis des années. Mon argent m'appartenait de nouveau, et je ne la laisserai plus jamais y toucher. Puis je me suis mise à écrire la lettre. Je la voulais claire, directe et sans ambiguïté. J'ai écrit chaque mot avec l'intention de bien faire comprendre que je ne financerais pas le mariage. And I la reception, and I la robe, and I la lune de miel. J'ai expliqué combien leurs exigences étaient injustes, combien j'avais travaillé dur pour économiser et combien je méritais de vivre ma vie sans être à leur service. J'avais préparé mon plan. Je l'ai imprimé, plié dans une enveloppe et glissé dans mon sac. Je comptais le remettre au dîner de Noël de mes parents, le 25 décembre. Ils pensaient me mettre la pression devant tout le monde, mais j'allais déjouer leur plan. À l'approche de Noël, je répétais ce que j'allais dire. Je n'étais pas nerveuse, juste déterminée. J'avais passé des années à ravaler ma frustration et à acquiescer pour maintenir la paix. Mais la paix au prix de ma dignité n'en valait pas la peine. J'imaginais le sourire suffisant de Céleste, le ton assuré de mon père me disant que je paierais pour l'acquiescement silencieux de ma mère. Il s'attendait à ce que je cède à la joie de Noël, entouré de ma famille et du tintement des verres à vin. Je n'allais pas les laisser faire. J'ai gardé mon plan secret, sans même en parler à personne. Chaque soir, je relisais ma lettre, peaufinant un mot ici et là, m'assurant qu'elle soit percutante, tout en restant calme. Je voulais qu'ils ressentent le poids de ma décision sans leur laisser la moindre possibilité de la déformer. Le 25 décembre arriva, vif et froid. Je pris la voiture pour aller chez mes parents, l'enveloppe me brûlant les yeux dans mon sac. La salle à manger était pleine à craquer de parents. La table était chargée de purée de dinde et de sauce au canneberge. Tout le monde riait, se passait les plats, comme si nous étions une grande et heureuse famille. Céleste était assise en face de moi, sa bague de fiançailles étincelant sous les projecteurs, parlant de son mariage comme si tout était déjà payé. Papa découpa la dinde et plaisanta sur les fêtes. Maman s'affairait à mettre la table, évitant mon regard. J'attendis que le dessert soit terminé et que la pièce soit bien chaude et calme. Je me levai, le cœur apaisé. « J'ai quelque chose à te dire », annonçai-je en sortant l'enveloppe de mon sac. Je l'attendis à Céleste, qui fronça les sourcils, perplexe. « Lila », dis-je d'une voix égale. Elle l'ouvrit d'un coup d'œil et parcourut la page du regard. Son visage pâlit, puis elle lut. Papa se pencha et prit la lettre. « Qu'est-ce que c'est ? Tu as assez donné ?» demanda-t-il d'une voix sèche. La fourchette de maman claqua sur son assiette. « Je n'ai pas bronché. Je ne paie pas le mariage, » dis-je en regardant Céleste droit dans les yeux. J'en ai assez de jouer les banquières. Unsilenced mort Essenstalla. Célestia resta bouche bée, les yeux plissés. Tu es tellement égoïste, cracha-t-elle d'une voix tremblante. Papa jeta la lettre sur la table. Après tout ce qu'on a fait pour toi, hurla-t-il. Maman m'a fait ça, les mains tremblantes. Les autres membres de la famille détournèrent le regard, gênés. Je m'attendais à leur colère, mais cela ne me déstabilisa pas. J'en ai assez donné, dis-je d'une voix ferme. C'est tout. Céleste se mit à hurler, m'accusant d'avoir gâché son grand jour. Papa s'emporta, me traitant d'ingrate. Maman finit par parler d'une voix faible. On ne peut pas en parler, supplia-t-elle. Je secouai la tête. Il n'y a rien à discuter. J'attrapai mon manteau et me dirigeai vers la porte. La voix de Céleste me suivit, stridente et furieuse. Tu vas le regretter, hurla-t-elle. Papa marmonna quelque chose à propos de la loyauté familiale. Je ne me retournai pas. L'air froid me fouetta le visage tandis que je sortais de la voiture et attendais dans l'allée. J'avais dit ce que j'avais à dire. La lettre était ma prise de position, ma façon de reprendre ma vie en main. Ils étaient peut-être en colère, mais j'étais libre. Je rentrai chez moi en voiture, les mains fermement agrippées au volant, sachant que je venais de tout changer. Le lendemain de Noël, mon téléphone était inondé de messages. Je me réveillai avec une avalanche de notifications, chacune étant une pique de ma famille. Le premier message de Céleste fut cinglant et venimeux. « Tu es tellement égoïste », écrivit-elle. « Comment as-tu pu m'humilier comme ça ?» Un autre message suivit. « Tu te crois supérieur à nous, n'est-ce pas ?» Je fixai l'écran, mon café commençant à refroidir. Ces mots me blessaient, mais je n'étais pas surprise.
Céleste avait toujours su manipuler les situations, se faisant passer pour la victime et me faisant passer pour la méchante. Je n'ai pas répondu. Répondre n'aurait fait que l'encourager, et j'en avais assez de son jeu. À midi, la situation a dégénéré. J'ai ouvert Facebook et j'ai vu la publication publique de Céleste, épinglée en haut de son profil. Certaines personnes se soucient plus de l'argent que de la famille, disait-elle. Ma sœur préférerait laisser mon mariage tourner au fiasco plutôt que de m'aider. Quelle belle histoire de bonheur familial. La publication avait des dizaines de j'aime et de commentaires, principalement de ses amis, et le mot « c'est horrible » s'accumulait. Quelle sorte de sœur fait ça? J'ai eu la nausée. Elle ne se défoulait pas simplement. Elle me dépeignait comme le monstre qui avait gâché son grand jour. J'ai parcouru les commentaires, chacun étant une véritable piqûre de rappel. Des gens qui me connaissaient à peine me traitaient de sans-cœur, David, de honteuse. J'avais envie de crier pour arranger les choses, mais je me suis retenu. M'en mêler n'aurait fait qu'empirer les choses. Et puis, les ragots ont commencé à circuler. Evelyne, une amie de la famille qui habitait à quelques rues de chez mes parents, a répandu la rumeur à Springfield. J'ai reçu un appel d'une ancienne camarade de lycée qui l'avait entendu dans un café. « C'est vrai que tu as refusé d'aider ta sœur pour son mariage ?» a-t-elle demandé, d'un ton méprisant. Evelyne raconte à tout le monde que tu es trop radin pour subvenir aux besoins de ta famille. J'ai serré les dents et expliqué que je n'étais obligé de rien, mais le mal était fait. Au supermarché, j'ai entendu les voisins chuchoter, leurs regards se posant sur moi. C'était elle qui avait laissé tomber sa sœur. J'ai entendu dire que Springfield était une petite ville, et la langue bien pendue d'Evelyne avait fait en sorte que tout le monde comprenne sa version de l'histoire. J'étais un avare solitaire qui avait tourné le dos à sa famille. J'ai baissé la tête et refusé de tomber dans le panneau. Les messages de Céleste continuaient d'affluer, tous. Plus blessants les uns que les autres. « Tu ne comprendras jamais ce que signifie la famille », a-t-elle écrit. Mon père m'a laissé un message vocal, la voix empreinte de déception. « On t'a élevé mieux que ça », a-t-il dit. « Tu nous as tous fait honte. » Ma mère m'a envoyé un simple SMS. « S'il te plaît, parle-nous. » Je l'ai lu, puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Leurs mots m'ont blessé, mais je n'allais pas laisser la culpabilité me paralyser. J'avais passé des années à leur donner de l'argent pour leurs factures, du temps que je n'avais pas, et ils avaient considéré cela comme acquis. Maintenant, parce que j'avais dit non, j'étais la méchante. Ce n'était pas juste, mais c'était leur tactique habituelle, me faire honte jusqu'à ce que je cède. Je savais que je ne pouvais pas rester à Springfield. Les chuchotements, les messages, les publications Facebook, c'était étouffant. J'avais besoin d'un nouveau départ. Dans un endroit où ils ne pourraient pas me joindre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de démissionner. J'avais toujours adoré mon travail de spécialiste marketing, et mon entreprise avait un bureau à Roanoke, en Virginie, une petite ville tranquille, suffisamment éloignée pour me donner l'impression d'être dans un autre monde. J'ai envoyé un courriel à mon patron cette semaine-là pour demander une mutation. J'aspirais à un changement. J'ai écrit, mais sans trop m'avancer. Il a répondu rapidement, m'indiquant qu'un poste s'était libéré à Roanoke et qu'il serait ravi de m'accueillir. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Déménager, ce n'était pas seulement fuir. C'était construire une vie où je serais maîtresse de mes décisions. J'ai passé les jours suivants à chercher un appartement à Roanoke, à parcourir les annonces de studios avec de grandes fenêtres et des rues calmes. Je n'ai parlé de mes projets à personne dans ma famille. Céleste était trop occupée à se plaindre en ligne, et mes parents réfléchissaient encore à ma lettre. Les rumeurs d'Evelyne continuaient de se répandre, mais je les ai ignorées. Je n'allais pas gaspiller mon énergie à lutter contre des mensonges. Je me concentrais sur l'avenir, faire mes cartons, régler les derniers détails au travail et me préparer à un nouveau chapitre. Springfield avait été ma maison, mais je commençais à m'y sentir comme en cage. Je n'ai pas fui. J'ai fait un choix. À la fin de la semaine, j'avais pris rendez-vous avec les ressources humaines pour discuter du déménagement. Roanoke m'attendait, et j'étais prête à partir. En février, j'ai fait mes valises pour Roanoke. Mon entreprise avait donné son accord pour mon déménagement, et j'avais trouvé un studio en ligne. Un endroit chaleureux avec vue sur les montagnes Blue Ridge. Je passais mes soirées à emballer livres, vêtements et vaisselle. Chaque objet était un pas de plus vers une nouvelle vie. Les commérages de Springfield et la pression constante de ma famille s'estompaient peu à peu. Je me sentais plus légère, comme si je me débarrassais d'un poids que je portais depuis des années. Mon patron a appelé pour confirmer les détails. Même poste en marketing, nouveau bureau, nouveau départ. J'ai signé le bail électroniquement, versé la caution et commencé à organiser mon déménagement. Roanoke n'était pas seulement une nouvelle ville. C'était l'occasion de me reconstruire une vie sans l'ombre de ma famille.
J'ai retrouvé Jacob, mon meilleur ami, autour d'un café avant de partir. Nous étions assis dans un restaurant tranquille, loin des regards indiscrets de Springfield. « Tu fais le bon choix », m'a-t-il dit en remuant son café. « Ta famille a trop longtemps profité de toi. Coupe les ponts une bonne fois pour toutes. » Ces mots m'ont touché en plein cœur. Jacob avait vu Céleste me vider de mon énergie, comment maman et papa prenaient toujours son parti. Il était là quand je m'étais plainte de payer ses factures pour ensuite l'avoir gaspillé de l'argent en choses inutiles. « Tu mérites de vivre pour toi », a-t-il ajouté. J'ai hoché la tête, reconnaissante de son soutien. Il ne faisait pas que m'encourager, il me rappelait pourquoi je devais prendre mes distances. J'ai promis de garder le contact, et nous nous sommes enlacés avant que je ne retourne faire mes valises. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une étrange enveloppe. Elle venait de papa, mais l'écriture ressemblait à celle de Céleste. À l'intérieur se trouvait un document intitulé « Convention de fiducie familiale ». Mon cœur s'est serré en lisant ce contrat qui m'obligeait à verser 25 000 $ par an dans une soi-disant fiducie familiale censée servir à la retraite de maman et papa. Les signatures de papa et de Céleste semblaient trop parfaites, presque falsifiées. On prétendait que j'avais donné mon accord lors d'une réunion de famille à laquelle je n'avais jamais assisté. J'ai eu un frisson. Ce n'était pas une simple exigence de plus. C'était une manœuvre délibérée pour me piéger. Ils étaient passés de la culpabilisation à la fraude pure et simple. J'ai appelé ma banque pour vérifier qu'aucun nouveau compte n'avait été ouvert à mon nom. Tout est en ordre, m'a confirmé le conseiller, mais je ne voulais prendre aucun risque. Le lendemain, j'ai apporté le document à une avocate. Elle a froncé les sourcils, perplexe. Ce n'est pas juridiquement contraignant. Elle a ajouté que c'était bâclé, probablement inventé. Vous devriez vous protéger. Elle m'a suggéré une ordonnance restrictive contre Céleste, compte tenu de son harcèlement habituel. Je n'ai pas hésité. J'ai déposé les documents au tribunal, la main ferme au moment de signer. L'ordonnance restrictive n'empêcherait ni mon père ni ma mère d'agir, mais elle tiendrait Céleste à distance. Plus d'appels, plus de SMS, plus personne ne viendrait frapper à ma porte. La guichetière m'a dit que le traitement avait pris quelques semaines, mais le simple fait de déposer la demande m'a procuré un sentiment de contrôle. Je n'ai pas pris la fuite. J'avais tracé une ligne qu'il ne pouvait pas franchir. La veille de mon départ, j'ai fait un dernier tour dans mon appartement de Springfield. Les murs étaient nus, les meubles avaient été entreposés ou vendus. J'ai repensé aux années passées ici à essayer de plaire à une famille qui ne m'avait jamais apprécié. Le faux contrat de Céleste était la preuve. Ultime qu'il ne me considérait pas comme un membre de la famille, mais comme une simple ressource. La signature de papa sur ce bout de papier m'a particulièrement blessé, une trahison inattendue. Maman ne l'avait pas signé, mais son silence en disait long. J'ai verrouillé la porte, laissé les clés à mon propriétaire et chargé ma voiture. En quittant Springfield, les rues familières de la ville ont disparu derrière moi. J'ai atterri à Roanoke par une fraîche matinée de février. Mon nouvel appartement sentait la peinture fraîche et la vue sur les montagnes Blue Ridge était comme une promesse de liberté. J'ai passé ma première semaine à déballer mes cartons, à ranger ma bibliothèque et à m'installer dans mon nouveau poste en marketing, dans les nouveaux bureaux de l'entreprise. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé libéré du poids des attentes de ma famille. Je suis allé dans un café du quartier, j'ai commandé un café et je me suis assise près de la fenêtre, avec l'impression de pouvoir enfin respirer. Roanoke était calme, un contraste saisissant avec les commérages étouffants de Springfield. J'ai pris un nouveau départ, et ça fait du bien, vraiment du bien. Ce sentiment de paix fut de courte durée. Une semaine après le début de ma nouvelle vie, mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro masqué. « Tu ne peux pas fuir ta famille », disait le message. « Je vais faire en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. » Je savais que c'était Céleste. Malgré une ordonnance restrictive, elle essayait encore de me faire perdre la tête. J'ai supprimé le message, mais j'avais la nausée. Ces menaces n'étaient pas que des paroles en l'air, elle avait déjà prouvé qu'elle pouvait monter les gens contre moi. J'ai bloqué le numéro et j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais ces mots planaient comme une ombre sur ce nouveau départ. 2 semaines plus tard, des problèmes sont survenus à mon nouveau travail. Ma chef m'a convoqué dans son bureau, le visage grave. « Nous avons eu des nouvelles », a-t-elle dit, les mains jointes. « Une rumeur circule selon laquelle vous auriez falsifié vos qualifications. » Je suis resté bouche bée. « Ce n'est pas vrai », ai-je répondu d'une voix calme malgré la panique qui montait en moi. Elle a hoché la tête, mais m'a demandé de clarifier mon parcours auprès des ressources humaines. En quittant son bureau, j'ai ressenti la piqûre familière des manigances de Céleste. Elle ne se contentait pas de me harceler, elle essayait de saboter ma carrière. J'ai passé la soirée à éplucher mes emails et mes anciens CV, m'assurant que chaque détail était irréprochable. L'accusation était sans fondement, mais elle se propageait,
et je devais savoir comment. J'ai appelé Jacob ce soir-là. Il était resté à Springfield, mais il gardait le contact, toujours prêt à écouter. J'ai entendu quelque chose, a-t-il dit à voix basse. Un de tes collègues, quelqu'un qui connaît la fiancée de Céleste, a parlé de toi dans un bar. Il a dit que tu avais menti sur ton expérience pour obtenir le poste à Roanoke. J'ai attrapé le téléphone, l'esprit en ébullition. Céleste avait utilisé son réseau pour faire passer le mot, et les relations de son fiancé pour joindre mon nouveau lieu de travail. Jacob l'avait appris d'un collègue commun qui était au bar et avait fait le lien lorsque ce dernier avait mentionné le nom de Céleste. Elle ne lâchera pas l'affaire, m'a averti Jacob. Tu dois absolument mettre ça par écrit. Ces paroles ont été une véritable bouée de sauvetage, m'apportant la clarté dont j'avais besoin. Le lendemain, j'ai demandé un rendez-vous avec les RH. Je suis arrivé au bureau avec un dossier contenant des documents, mon CV, mes évaluations de Springfield et les courriels confirmant ma mutation. J'ai entendu les rumeurs, ai-je dit calmement à la responsable RH. Elles viennent de ma sœur, Céleste. Nous avons un différend personnel et elle essaie de me discréditer. J'ai brièvement expliqué la situation, ses exigences, le faux contrat et l'ordonnance restrictive, sans entrer dans les détails. J'ai présenté mes diplômes et toutes mes certifications, ainsi que les projets que j'avais menés. La responsable RH a écouté et a parcouru mon dossier. Ça a l'air crédible, dit-elle, son expression s'adoucissant. Nous allons enquêter sur l'origine de la rumeur. Une semaine plus tard, les RH m'ont rappelé. Ils avaient remonté la piste de la rumeur jusqu'à un courriel externe envoyé à un employé subalterne, m'accusant d'avoir falsifié mes qualifications. L'adresse IP du courriel était liée à un café de Springfield et le style d'écriture correspondait à celui de Céleste, vague mais malveillant. Les RH ont rejeté l'accusation comme infondée et ont consulté mon dossier vérifié. « Vous êtes libre ?» a dit la responsable. « Nous sommes désolés de ce qui s'est passé. » Je l'ai remercié pour le soulagement qui m'a envahi. La tentative de Céleste de me ruiner avait échoué, mais je savais qu'elle n'abandonnerait pas. J'ai conservé le rapport des RH au cas où j'en aurais besoin plus tard. Roanoke était désormais ma maison, et je n'allais pas la laisser me la prendre. 6 mois plus tard, j'ai reçu un message de Florence me demandant de revenir. Florence, ma cousine, m'a envoyé un SMS à l'improviste, disant que maman et papa voulaient arranger les choses. Elle insistait sur le fait que la famille était prête à dialoguer pour apaiser les tensions. J'étais sceptique, mais une petite voix en moi se demandait s'ils avaient enfin compris mon point de vue. Je m'étais construit une belle vie à Roanoke, de nouveaux amis, un emploi stable, une routine qui me semblait mienne. Pourtant, cette perspective était tentante. J'ai réservé un week-end à Springfield et me suis promis d'écouter, tout en restant sur mes gardes. Je suis arrivé chez mes parents par un après-midi doudou et chaud. Florence m'a accueilli à la porte, un sourire bienveillant aux lèvres. À l'intérieur, Céleste était assise à la table de la salle à manger, les bras croisés, tandis que papa feuilletait un carnet rempli de chiffres. Maman versait du thé glacé, les mains tremblantes. L'atmosphère était pesante, comme s'ils avaient répété la scène. Florence commença à parler doucement. « Nous voulons simplement que la famille soit à nouveau réunie, » dit-elle. J'acquiesçai, attendant le déclic. Ça n'a pas tardé. Papa s'éclaircit la gorge et me tendit le carnet. « Ta mère et moi, on vieillit, » dit-il. « Nous avons besoin d'aide pour les dépenses courantes, les courses, l'électricité, peut-être une nouvelle voiture. » Céleste intervint d'un ton sec. « Tu te débrouilles bien à Roanoke, » dit-elle. « Tu pourrais mettre de côté quelques milliers par mois. Ce serait la moindre des choses. » Je fixai le carnet, une liste de dépenses, le loyer soigneusement dactylographié, les factures médicales et même une ligne pour les dépenses diverses. Ce n'était pas une demande. C'était une autre exigence déguisée en devoir familial. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un piège, comme avant. Ils n'avaient pas changé. Ils me voyaient toujours comme leur portefeuille, pas comme leur fille ou leur sœur. Je repoussai le carnet. Non, dis-je d'une voix ferme. Je ne vais pas payer pour vos vies. Céleste plissa les yeux. Tu nous dois quelque chose, siffla-t-elle. Après tout ce qu'on a fait, tu ne peux pas partir comme ça. Le visage de papa pâlit. C'est une question de responsabilité familiale, dit-il en haussant le ton. Maman baissa les yeux, silencieuse comme toujours. Florence tenta de calmer le jeu. Essayons de nous calmer, mais j'en ai assez entendu. Je me levai de ma chaise et gratta le sol. Je vous ai donné des années de mon temps et de mon argent, dis-je en regardant Céleste. Alors, papa, c'est fini. C'est la dernière fois qu'on a cette conversation. Céleste se leva à son tour, la voix venimeuse. Tu regretteras de nous avoir tourné le dos, lança-t-elle. Papa secoua la tête en marmonnant son ingratitude.
Maman prit enfin la parole, la voix tremblante. « Tu ne peux pas m'aider un peu ?» demanda-t-elle. Je la regardai, regrettant qu'elle ne m'ait jamais défendue. « J'en ai assez fait », répondis-je. Je me dirigeai vers la porte, le cœur battant la chamade, mais ma résolution inébranlable. Florence me suivit en s'excusant, mais je la repoussai d'un geste de la main. « Ce n'est pas ta faute », lui dis-je. Je sortis dans la chaleur estivale qui m'enveloppait et ne me retournai pas. Je suis allé directement à l'hôtel, refusant de passer une nuit de plus à Springfield. Mon téléphone vibrait. Céleste m'envoyait des SMS. Encore des accusations, encore de la culpabilité. J'ai bloqué son numéro définitivement. Papa m'a envoyé un seul message. « Tu fais une erreur. » Je l'ai supprimé. Maman n'a pas eu de réponse, et ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. J'ai repensé à toutes ces années où j'avais essayé de leur faire plaisir, espérant toujours qu'ils me voient autrement que comme une ressource. Ils ne l'ont jamais fait. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel et repris la route pour Roanoke. Les kilomètres qui nous séparaient semblaient s'allonger à chaque virage. Roanoke m'a accueilli à bras ouverts avec ses rues tranquilles et ses vues sur les montagnes. Je suis entré dans mon appartement, j'ai posé mon sac et j'ai senti un poisson voler. Springfield, c'était du passé, un chapitre que j'avais enfin clos. Je ne voulais plus fuir. J'avais choisi ma propre voie. Mon travail m'attendait. Mes amis étaient là, et ma vie m'appartenait. J'avais revu ma famille une dernière fois et j'étais reparti entière. Ils pouvaient garder leurs exigences et leurs drames. J'étais libre et je n'y retournerais pas. 1 an après ma démission, j'ai eu des nouvelles de Céleste, une amie commune. Elle avait perdu son emploi dans l'agence de marketing où elle travaillait depuis des années. Apparemment, son habitude de répandre de fausses rumeurs l'avait rattrapée. Un collègue avait découvert des preuves qu'elle avait inventé des histoires sur ses collègues pour gravir les échelons, et l'entreprise l'avait licenciée après une enquête. Je n'étais pas surprise. Ces mensonges avaient failli me coûter ma carrière à Roanoke, alors c'était une forme de justice que ces actes aient enfin des conséquences. Je n'éprouvais aucune joie, juste un sentiment d'apaisement, sachant qu'elle ne pouvait plus me faire de mal. Mon ami m'a aussi parlé de mes parents. Sans mon soutien financier, ils avaient du mal à joindre les deux bouts. Leur pension couvrait à peine les dépenses essentielles, les courses, l'électricité, l'eau et un petit appartement. Ils avaient vendu leur vieille voiture et déménagé dans un logement plus petit en dehors de Springfield. J'ai ressenti un léger sentiment de culpabilité, mais il a vite disparu. Ils avaient choisi de prendre le parti de Céleste et comptaient sur moi pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, ils en subissaient les conséquences. Je ne leur souhaitais aucun mal, mais je n'étais pas responsable de la résolution de leurs problèmes. À Roanoke, ma vie s'épanouissait. J'avais été promu responsable marketing senior, un poste stimulant et enrichissant. J'adorais diriger des projets, échanger des idées avec mon équipe et voir mes idées se concrétiser. En dehors du travail, je m'étais constitué un groupe d'amis très soudés. Nous partions en randonnée sur les sentiers de Blue Ridge le week-end, dînions dans des restaurants locaux et rions autour d'un café de petites choses. Mon appartement, qui n'était au départ qu'un nouveau départ, était devenu un véritable foyer, rempli de livres, de plantes et de souvenirs que j'avais créés à ma façon. Je vivais pour moi-même, et c'était libérateur. Avec le recul, j'ai tiré des leçons importantes. Poser des limites aux personnes qui profitent de vous n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie. Ma famille percevait ma gentillesse comme une faiblesse, mais dire non m'a donné de la force. Prendre soin de ma santé mentale impliquait de quitter des relations toxiques, même si c'était douloureux. Avant, je pensais que la famille était synonyme d'obligation, mais maintenant je sais qu'il s'agit de respect mutuel. Couper les ponts avec eux n'a pas été facile, mais c'était le seul moyen de préserver ma tranquillité. J'espère que mon histoire trouvera un écho chez celles et ceux qui traversent des difficultés similaires, en leur faisant savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'il est important de penser à soi. À tous ceux qui ont suivi ce parcours, merci de m'avoir écouté. Votre soutien me touche profondément. J'aimerais beaucoup lire vos commentaires. Avez-vous déjà dû fixer des limites à votre famille? Comment avez-vous trouvé le courage de vous faire passer en premier?